Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série des agro-webinaires du mardi, donc les agro-webinaires Voyage au cœur du vivant, donc organisés par l'ACTA, Agrignum et l'Académie d'agriculture de France. Donc nous commençons aujourd'hui une nouvelle série autour du travail en agriculture et nous accueillons François Purseigle, donc qui est professeur des universités Agro-Toulouse et qui doit nous présenter donc des réflexions autour de son ouvrage Une agriculture sans agriculteurs. Et donc, on va vous donner la parole. Bon, alors je vais revenir avec vous sur un certain nombre d'éléments que j'ai pu développer dans le cadre d'un petit livre rouge au titre provocateur, hein, Une agriculture sans agriculteurs, que j'ai co-signé avec Bertrand Hervieux. Mon propos s'intitule, sur la base de cet ouvrage, De nouvelles formes d'entreprise agricole pour de nouveaux défis. Il s'agit pour moi, en fait, d'aborder trois grands défis qui sont des défis d'ordre sociaux, d'aucuns diraient même sociétaux, des défis entrepreneuriaux, ça sera mon second point, et puis des défis territoriaux sur lesquels je passerai peut-être plus rapidement. L'idée que nous avions en fait dans le cadre de ce livre, c'est de donner à voir finalement les transformations profondes de cette profession sous un angle sociologique, hein, ces transformations qu'on délimite, du moins qu'on caractérise autour de trois éléments. Le premier, c'est celui de l'effacement de cette population des chefs d'exploitation sur lequel je reviendrai, et pour ensuite déboucher sur finalement un paradoxe, hein, c'est que cet effacement ne conduit pas à une homogénéisation des situations entrepreneuriales, mais au contraire à un éclatement, et tout ça dans un contexte de dispute, ou du moins de pouvoir disputer aux agriculteurs par d'autres catégories socioprofessionnelles à l'échelle des territoires. Alors, ces défis sociaux, ils sont, et là j'ajouterai des éléments par rapport à ce que nous avions pu écrire avec Bertrand, d'ordre démographique, mais aussi d'ordre de reconnaissance, du moins sociale, puisque finalement, on voit depuis quelques mois que non seulement la question sociale est posée au prisme de la reprise des activités agricoles, mais aussi au prisme d'une quête de reconnaissance. Alors, le défi démographique, il est bien renseigné, bien documenté par d'autres que nous, hein. Je reprends les chiffres de la dernière enquête structure. Il n'y aurait plus que 366 000 chefs d'exploitation d'après les données du ministère, hein. Donc, on sait très bien qu'on n'est pas au pied du mur, mais on est dans le mur démographique. Là aussi, on peut se réveiller avec une agriculture qui comptera peut-être dans les années qui viennent seulement 200 000 chefs d'exploitation. Alors, cet effacement qui concerne la population des chefs d'exploitation concerne l'ensemble de la population des actifs familiaux. Et on sait que non seulement on assiste, ou du moins on voit se prolonger cet effacement, mais on sait aussi que pas moins de la moitié de la population des chefs d'exploitation aura l'âge de partir à la retraite dans les années qui viennent. Donc, finalement, on sait que ce qui va advenir, c'est très certainement un départ même assez rapide dans certaines filières. Donc, une population des chefs d'exploitation qui est largement concernée, mais aussi cette population des actifs familiaux, et notamment ces conjoints qui, pour seulement 18% des cas, travaillent encore sur une exploitation dite familiale. Donc, c'est quand même important de considérer que malgré les grands discours sur l'agriculture dite familiale, on a bel et bien assisté depuis maintenant une trentaine d'années à la fin d'un modèle, celui de l'agriculture conjugale, avec un nombre de salariés permanents embauchés par les exploitants qui est relativement stable quand on regarde les chiffres aussi du ministère. Mais quand on regarde d'autres chiffres qui ne sont pas forcément compilés dans les statistiques officielles, et quand on agrège un certain nombre de données comme a pu le faire mon collègue économiste Axel Magnan, on voit bien qu'un certain nombre d'actifs non familiaux interviennent très souvent sur des exploitations par le biais d'entreprises de travaux ou de groupements d'employeurs. Et ça, c'est effectivement des choses que on ne voit pas toujours ou qu'on ne nomme pas toujours. Et c'est quand même pas moins de 900 000, voire même quasiment 1 million d'actifs non familiaux qui interviennent aujourd'hui, notamment dans les secteurs de la production légumière ou fruitière. Et on voit combien l'organisation même familiale dépend du recours à des actifs de plus en plus non familiaux et externalisés.
Autre élément sur lesquels on pourra revenir, mais je crois qu'il y a une session qui sera consacrée à la question de l'installation avec mes collègues d'Angers. Ce qui est sûr, c'est que ce défi démographique, il est lié aux instabilités qui affectent ce qu'on appelle communément des installations. Installations mal nommées, hein, puisque aujourd'hui l'insertion dans les métiers relève plus d'une mobilité sociale et professionnelle et de parcours sinueux qui ne permettent plus de parler au sens propre d'installation dans le métier. Pourquoi? Parce qu'on a aussi de plus en plus de départs précoces, des arrivées beaucoup plus tardives, des départs beaucoup plus précoces, et surtout, chose qui sera peut-être soulignée lors du prochain webinaire, finalement, un développement de la pluriactivité dans des zones où jusqu'alors, cette pluriactivité était peu développée. Et finalement, le caractère sinueux des trajectoires préinstallatoires et les difficultés qu'on a aujourd'hui à trouver des repreneurs dans un certain nombre d'exploitations est lié au fait qu'un certain nombre de jeunes et moins jeunes, hein, qu'ils soient enfants ou pas d'agriculteurs, ne se projettent plus de la même manière dans l'organisation du travail qui est proposé par les cédants, qu'ils soient parents ou pas parents. Donc ça, c'est un élément sur lequel on a pu travailler, notamment dans le cadre du projet AgriDynamo avec Cécile Gazot et Geneviève Nguyen, Pauline Lécole et Axel Magnan. Autre élément sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, hein, au-delà de tout ce que j'ai pu dire par ailleurs sur cette question démographique, mais sur laquelle on pourra revenir à travers les questions, c'est ce défi de la reconnaissance sociale et des inquiétudes qui traversent cette profession. Et ces éléments sont co-substantiels aussi de la crise, ou du moins des colères actuelles qui caractérisent le monde agricole. Colère agricole qui renvoie à un même faisceau de revendications partagées par les plus petits ou les plus grands d'entre eux, partagées par finalement des agriculteurs, quelles que soient leurs obédiences syndicales. Colère fondée sur un ras-le-bol, dixit, hein, les propos de certains agriculteurs rencontrés et bien relatés aussi et relayés dans la presse, un ras-le-bol des normes et de l'administratif, mais surtout finalement une difficulté à considérer que la norme leur permet aussi de générer de la valeur. C'est ce qui est reproché surtout au cadre réglementaire. Hein. Ce n'est pas tant la norme que finalement le fait que la norme aujourd'hui ne crante pas avec une organisation du travail qui a profondément évolué. Et ce qui est dénoncé, c'est finalement le caractère orthogonal de la norme et de l'exigence réglementaire. Revendication aussi d'une juste rémunération, mais cette juste rémunération, elle n'est pas de même nature ou de même ordre qu'on soit à la Confédération paysanne, à la coordination ou à la Fédé. Et puis, dénonciation d'un abandon. Alors, pour les uns, abandon de l'État, abandon de l'appareil de recherche, abandon de l'appareil de développement aussi. Et ça, ce même faisceau de colère, pour autant, il ne débouche pas forcément sur les mêmes attentes. C'est-à-dire qu'il nourrit un ensemble de colère, mais on voit bien quand même sur le terrain, quand on enquête, et c'est ce à quoi on s'est employé avec mon collègue de Sciences Po, Pierre-Henri Bonneau, c'est que derrière ce même faisceau de colère, il y a une quête de reconnaissance sociale d'ordre politique pour les uns, parce qu'ils pensent finalement devoir être soutenus pour les changements qu'ils ont opérés à l'échelle de leurs exploitations. C'est à peu près aujourd'hui 17% des agriculteurs, mais c'est 34% du discours qui est récolté lors des enquêtes. On a chez certains une reconnaissance sociale, une quête de reconnaissance sociale, pardon, qui est plutôt de type identitaire. Hein. C'est très présent chez ces groupes d'autonomes, et notamment, je pense, au groupe des ultras de l'A64 qui ont mis le feu aux poudres d'une certaine manière il y a plus d'un an et demi. Là, on ne cherche pas à être reconnu et accompagné pour les changements qu'on rend, mais parce qu'on a toujours existé là et qu'on veut continuer à exister là. Et puis, enfin, certains sont dans une quête de reconnaissance sociale d'ordre économique parce qu'ils veulent conquérir aussi des marchés, être sur ces grands marchés. Et c'est une grande partie des discours qu'on retrouve chez certains agriculteurs du nord-ouest ou du nord-est de la France. Bref, un défi de reconnaissance sociale qui repose sur des profils d'entrepreneurs très différents. Et ce qu'on constate surtout, c'est qu'aujourd'hui, dans cette profession, on ne partage plus et on ne porte plus le même regard sur le monde, finalement, et on ne se voit pas demain, tous, les uns comme les autres, dans les mêmes situations, et on n'aspire pas non plus, finalement, aux mêmes formes d'accompagnement par l'État, par les organisations professionnelles. Et par contre, ce qui est à souligner, c'est que contrairement aux autres ruraux et au reste de la population française, on a quand même un certain nombre d'agriculteurs, et même une majorité, je dirais, qui se considèrent insatisfaits de la vie qu'ils mènent, même s'ils ont fait le choix d'entrer dans ce métier et qu'ils n'ont pas subi l'entrée dans le métier, contrairement même aux autres ruraux, et contrairement au reste de la population française, on a une population agricole qui se pense très souvent insatisfaite, quel que soit le niveau de revenu de la vie qu'elle mène.
Et à la question, et on s'est amusé à poser cette question dernièrement dans le cadre du baromètre Vox-Agri, à propos de votre avenir, êtes-vous confiant, incertain, inquiet ou désespéré? Et on a posé cette question qui avait été posée il y a 30 ans par Hervieux et Jean Viard. Et que constate-t-on? On constate qu'on a une minorité de confiants dans l'avenir. On a surtout des agriculteurs inquiets pour l'avenir de leur profession. Plus de 50, quasiment 50% d'entre eux sont inquiets, mais surtout, on voit exploser le sentiment de désespoir qui passe de 5% il y a 30 ans à 20% aujourd'hui. Et ça, c'est très vrai, notamment dans les régions du sud-ouest de la France, où on a vu partir cette colère. C'est très vrai dans des zones, notamment de grandes cultures également, dans ce sud-ouest de la France qui est malmené et où on voit les outils économiques, même dans le secteur des grandes cultures, très déstabilisés, parce que ce ne sont pas simplement les exploitations agricoles dans certaines régions qui sont déstabilisées, mais c'est tout un appareil d'encadrement et un appareil économique qui est déstabilisé. Et c'est cette déstabilisation de l'appareil d'encadrement et de l'appareil économique qui nourrit finalement ce sentiment, non pas de crise de confiance, mais de désespoir. Et on peut qualifier cette situation de très inquiétante parce que c'est la porte ouverte aussi aux organisations. Autre élément sur lesquels je voulais insister, ces défis entrepreneuriaux, ce défi de la montée en complexité de ces fermes françaises, hein, qu'on juge très souvent comme finalement encline à conserver une forme d'organisation telle qu'on a pu l'imaginer, telle qu'on l'idéalise. Et on constate quoi? On constate surtout que ces exploitations, c'est un peu comme les chefs d'exploitation, elles voient leur nombre dégringoler. D'après l'enquête structure toujours de 2023, on n'aurait plus que 349 000 exploitations. On en aurait perdu même 40 000 depuis 2020. Donc vous voyez que ça concerne essentiellement même les petites, voire même les très très petites, celles qui sont qualifiées dans l'appareil de statistiques de micro-exploitation, hein, moins de 10% par an depuis même 2020. Autre élément sur lequel j'insiste de temps en temps aussi, c'est sur le fait que ces entreprises sont de plus en plus des sociétés et on voit que ces formes sociétaires aujourd'hui ne cessent de se développer dans bon nombre de filières. Et ça fait écho finalement aussi à la dégringolade du nombre d'exploitations où le travail repose essentiellement sur un travail de type familial. Et par contre, on l'avait vu avec Geneviève Nguyen et Bruno Le Gagneux, les grandes gagnantes aussi de l'évolution des structures d'exploitation, ce sont ces exploitations qui ont recours de manière prépondérante à de la délégation, à de l'association ou à un salariat de manière prépondérante. Alors, quand on pose des questions aujourd'hui, et c'est ce à quoi on s'est employé aussi il y a quelques mois sur l'avenir de ces exploitations à un panel d'exploitants installés à titre principal, eh bien, on se rend compte que ces exploitants, et ça c'est l'enquête Vox-Agri qui a été réalisée pas plus tard qu'il y a 6 mois, la confiance est de plus en plus limitée dans l'avenir économique de leur exploitation. Et surtout, les agriculteurs enquêtés jugent la rentabilité de leur exploitation de plus en plus ouest de la France, dans un département comme le Lot-et-Garonne. Un expert du centre de gestion me disait que seuls 15% des exploitations pouvaient être considérées aujourd'hui comme rentables. Donc ça en dit long quand même de la situation économique dans certaines régions, dans certaines contrées. Et surtout, ce qui est assez inquiétant à souligner, c'est le fait que au cours des 12 prochains mois, finalement, les agriculteurs considèrent que la situation financière de leur foyer ne va pas forcément s'améliorer, voire même va se dégrader. Donc, non seulement on a un sentiment de désespoir qui est accru, mais finalement des difficultés à se projeter, non seulement pour son exploitation, mais aussi pour son propre foyer. Et une perception qui est largement plus sombre que dans le reste de la population française. Seuls 13% des chefs d'exploitation enquêtés considèrent que leur situation financière va s'améliorer à l'avenir. Et ça se traduit aussi par finalement des stratégies de statu quo en termes de projets, avec des projets qui portent essentiellement sur le maintien de la taille, la transmission de l'exploitation ou la cessation d'activité.
Ce qu'on ne voit pas dans les statistiques, c'est ce que je rappelle assez souvent lors de mes interventions, c'est cette montée en complexité sociétaire dont j'ai parlé rapidement, mais qui finalement constitue pour moi aussi un angle mort du développement agricole aujourd'hui, parce que on se fie à des statistiques relatives notamment à des tailles d'exploitation qui pendant très longtemps ont pu correspondre à des unités de production, sauf qu'on voit bien que les unités de production aujourd'hui en agriculture ne relèvent pas finalement des seuls contours de la ferme ou de la société civile d'exploitation. On voit bien que les assolements, aujourd'hui, à l'échelle même d'un groupe familial, reposent sur plusieurs entités juridiques, reposent aussi sur un travail qui est finalement délégué à des sociétés ad hoc ou à des groupements d'employeurs. Et ça, c'est finalement un point sur lequel j'invite aussi les acteurs du développement et des instituts techniques à se pencher, parce que finalement, on a très souvent construit des référentiels, et notamment des référentiels techniques à la lumière du fonctionnement d'une exploitation familiale à 2 UTH. Mais aujourd'hui, ces référentiels, si on veut qu'ils puissent finalement répondre aux attentes des acteurs du terrain, doivent se penser à l'échelle de nouvelles formes d'unités de production. Et ces unités de production, finalement, elles ne reposent pas non seulement sur un travail familial, mais elles reposent aussi finalement sur la mobilisation d'acteurs qui finalement vont prendre en charge des processus de transition. Et on le voit, hein, aujourd'hui, ce ne sont pas simplement les seuls chefs d'exploitation pour qui on a pensé jusqu'alors les référentiels techniques qui sont porteurs de ces transitions. Et on voit bien que finalement, raisonner la transition aujourd'hui doit se faire par-delà les seuls contours des seules sociétés civiles d'exploitation, des seuls GAEC, mais doit se penser, se raisonner à l'échelle de ces nouvelles formes d'associations, de ces holdings ou de ces conglomérats d'organisations productives. Je passe rapidement là-dessus. Alors, pourquoi cette complexité? Parce que les familles sont de plus en plus complexes, parce que les exploitations ne sont plus toujours au service du projet économique de celui qui reste. Et on voit que l'agriculture française doit absolument se poser la question de la place que vont occuper ces exploitations familiales dans le maintien d'un projet productif à l'échelle du territoire. Le simple fait de garder ou de conserver des exploitations familiales ne garantit en rien la capacité finalement à continuer à porter un projet économique à l'échelle de ces mêmes entités d'exploitation, parce que aujourd'hui les familles sont plus au service d'un projet patrimonial qu'au service d'un projet économique. Et donc ça interpelle sur la capacité qu'on aura non seulement à installer et à renouveler, mais surtout à renouveler un projet économique à l'échelle d'un certain nombre de territoires. Et on voit bien que finalement, les stratégies qui étaient jusqu'alors à l'œuvre et qui relevaient d'un faire ensemble en famille, voire d'un faire ensemble à l'échelle d'un canton avec les collègues et les copains de la CUMA, eh bien, en a pris un coup. Et on voit bien que la construction du faire ensemble eh bien, est bousculée par des logiques qui relèvent d'un faire-faire, qui questionnent aujourd'hui même des mouvements comme les CUMA, avec un développement de la prestation d'activité, alors non seulement en grande culture, mais aussi dans des zones d'élevage où, pour des raisons stratégiques, on se recentre sur un certain nombre d'activités. Délégation qui n'est pas simplement le fait d'entrepreneurs, mais qui est le fait aussi d'exploitants eux-mêmes, qui aujourd'hui eh bien, font du travail et attendent aussi que le travail puisse être fait aussi par des acteurs qui vont mobiliser. C'est intéressant de voir que c'est chez les grands exploitants agricoles français que non seulement on délègue le plus, mais on propose aussi de la prestation à d'autres à l'échelle du territoire. Et c'est quand même assez intéressant aussi de voir qu'un certain nombre d'acteurs industriels abandonnent le contract farming, abandonnent finalement les modalités de contractualisation qui les liaient aux agriculteurs du territoire pour passer par des assistants à maîtrise d'ouvrage. Et ce schéma que je vous projette, qui donne à voir de nouvelles relations contractuelles, est particulièrement vrai dans certains secteurs. Et moi, je suis frappé de voir, notamment dans le sud-ouest, un secteur de production semencière ne reposant de moins en moins sur finalement un contract farming avec des agriculteurs qui trouvaient dans le contrat maïs ou le contrat sorgho finalement un moyen de maintenir l'exploitation familiale moyenne. Aujourd'hui, la plupart des grands semenciers font appel à des assistants
à maîtrise d'ouvrage. Ce sont des agriculteurs parfois, ce sont des entrepreneurs pour d'autres territoires qui prennent à ferme finalement sur 1500, 2000 ou 3000 hectares aujourd'hui pour le compte de ces semenciers. Donc vraiment, il faut quand même se dire une chose, c'est que demain, les exploitations de nouveaux types seront amenées à émerger parce que finalement, les défis auxquels sont confrontées ces exploitations ont profondément évolué et parce que ça nécessite de réorganiser finalement le travail et d'optimiser à nouveau les ressources, même dans des régions comme le sud-ouest, des logiques de diversification qui sont à l'œuvre, mais des logiques plutôt de multispécialisation, avec la volonté de considérer l'exploitation agricole comme une somme de business units qui doivent tourner et qu'on abandonnera au gré des aléas de marché ou au gré des aléas climatiques. Ce que je voulais dire simplement, c'est que les différentes stratégies qui sont à l'œuvre aujourd'hui relèvent non seulement, vous l'avez compris, de nouvelles formes d'associations, de nouvelles formes d'insertion de salariés ou de nouvelles formes de délégation, mais parfois même à l'échelle d'une même exploitation. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à penser et à accepter, même à l'échelle des territoires, parce que finalement, et je terminerai là-dessus, il y a des défis territoriaux majeurs qui se posent aujourd'hui aux agriculteurs, ou du moins que les agriculteurs doivent relever. Pourquoi? Parce que leur pouvoir est largement disputé dans des espaces ruraux qui ne sont plus vus comme des seuls espaces aujourd'hui de production, hein, confèrent ces grands conflits d'usage qui entourent aussi les activités agricoles, confèrent aussi finalement, c'est ce grand défi de la coexistence et de la gestion des concurrences entre des activités résidentielles, récréatives ou patrimoniales et les activités agricoles. Et donc, tout ça, ça implique qu'à l'échelle des territoires, eh bien, on puisse aussi trouver des compétences nouvelles pour faire en sorte, finalement, non seulement de faire coexister ces activités, mais aussi de faire tourner ces fermes de plus en plus complexes et qui relèveront de règles à la fois d'organisation nouvelles, mais aussi de règles juridiques nouvelles. Alors ça signifie quoi? Ça signifie ne pas mettre sous le tapis ces réalités, les regarder en face et ne plus concevoir finalement le visage du producteur comme uniquement celui du seul chef d'exploitation. Ça signifie que finalement, aujourd'hui, penser le développement agricole, c'est penser finalement aussi ces nouvelles figures de la production. Et je pense qu'en termes de reconnaissance, il convient aujourd'hui peut-être aussi de faire en sorte que l'agriculture soit davantage reconnue dans son caractère stratégique et pas seulement symbolique. Et c'est ça qui, à mon avis, permettra de maintenir aussi des exploitations, même familiales, même de petite taille, à l'échelle de nos territoires. Voilà, je vais en terminer là, comme ça permettra d'échanger, compte tenu des conditions. Ça sera peut-être plus simple. Eh ben, merci beaucoup. On a quelques premières questions qui ont été posées. Donc, on a Sylvie Bonny qui nous pose des questions un peu justement pour savoir si vous pourriez nous décrire un petit peu le profil des salariés agricoles, puisqu'on a dit voilà, que ça fait partie aussi des évolutions, là, cette montée en puissance du salariat. Et voilà, qu'est-ce qu'on a comme information en termes d'origine, formation, évolution professionnelle et éventuellement les nuances selon peut-être les types de production ou d'exploitation. Est-ce Ce qu'on a un qu'on peu observe, mais d'infos sur ça, les salariés ouais, agricoles? là-dessus, je vous invite à regarder les travaux de Loïc Mazinck ou d'Axel Magnan qui décrivent bien notamment ce salariat précaire qui n'est pas une nouveauté, hein, mais qui se renforce, voire même se développe dans certaines filières. Ce qui est sûr, c'est que le salariat agricole ne relève pas forcément de ce salariat qui puisait ses racines aussi dans une population à l'échelle des territoires qui pouvait se reconnaître dans le travail agricole de manière saisonnière ou permanente. On voit bien aujourd'hui que le salariat relève plus finalement d'un recours à une main-d'œuvre étrangère dans la plupart quand même des filières. On voit bien que le salariat qui relèverait d'un capital d'autochtonie fort et en perte de vitesse. On connaît quand même sociologiquement très peu de choses quand même sur ce salariat ou ces salariés qui finalement bougent énormément et il y a un enjeu pour la recherche à mieux décrire finalement cette population qui n'est plus simplement une population ouvrière, mais qui est aussi une population de cadres. Et c'est vrai que ce qu'on constate sur le terrain, c'est quand même des enjeux autour de la nécessité
de former des salariés qui seront des cadres intermédiaires de la production. On voit bien que finalement, le salarié n'est pas simplement celui qui exécute, c'est celui aussi qui orchestre. Ça, c'est quelque chose qu'on peine à décrire et qu'il convient de décrire. Le salarié est aussi le co-chef d'orchestre aussi des processus de transition et des processus de production. Et donc, quand on construit finalement des référentiels techniques aujourd'hui, il faut avoir en ligne de mire finalement ces nouveaux profils et se dire que finalement la mise en œuvre du projet technique à l'échelle d'une exploitation relèvera de plus en plus par la mobilisation de ce type de salariés. Quand il y avait une deuxième partie dans la question sur dans les formes sociétaires, en fait aussi, qu'est-ce qu'on sait un peu des gestionnaires ou des managers de l'activité agricole dans les formes sociétaires? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Oui, alors je vous invite là aussi à lire les travaux de Loïc Mazin, qui a fait 4 très belles immersions dans des fermes et dans des grandes entreprises aux allures de firmes dans le secteur des fruits et légumes. Ce que j'aurais pu aussi souligner, c'est que finalement, ce sont des têtes de pont, hein, ces salariés, ces cadres intermédiaires dans ces entreprises de nouveau capitalisme agricole. Ce sont eux qui, finalement, réceptionnent, prennent en charge aussi ces nouvelles exigences de rationalisation imposées par la grande distribution ou les industriels de l'agroalimentaire. Ils sont aussi ces salariés en première ligne dans des recompositions du travail qui leur sont aussi imposées par des acteurs qui finalement passent d'un territoire à l'autre, passent d'une ferme à l'autre. Voilà. Et donc finalement, le contrat avec l'industriel, le contrat avec la GMS passe par la capacité du chef d'entreprise à fidéliser ses salariés qui sont en fait les maîtres d'œuvre de ces projets. Et là, ça a été très bien documenté par Loïc, et nous avions écrit aussi dans l'année sociologique il y a 3 ans un article sur finalement les nouvelles formes de rationalisation qui s'imposent dans les entreprises du secteur des fruits et légumes. Alors après, on a plusieurs questions qui ont été posées là, toujours dans notre onglet questions-réponses. Alors, il y en a quelques-unes qui font vraiment écho à certains passages de la présentation. Donc, je vais peut-être commencer par celle-là, là, qui sont peut-être plus précises. Et puis après, on a des questions un peu plus peut-être globales. Sur la partie là, sur les semences, donc, on nous demande voilà, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les semences là, qui a été évoquée dans la présentation. Est-ce que ça correspond aux entreprises qui louent des terres à des agriculteurs pour mettre en œuvre leur culture dessus, là, comme en carottes dans les Landes, ou pommes de terre par les Belges en Picardie? Est-ce que c'est finalement de la location de terre ou est-ce que ce serait autre chose? Non, alors c'est même des fois sans contrat, hein, c'est-à-dire que finalement, le seul contrat qui existe, il est signé, passé entre la firme semencière ou légumière et l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Les agriculteurs qui sont bel et bien identifiés dans l'appareil de statistique comme étant chef d'exploitation à titre principal touchent les subsides de la PAC, mais ne passe pas de contrat forcément avec l'entrepreneur qui prend à ferme, mais sans forcément contractualiser. Hein. Donc, on est vraiment dans des zones assez grises du travail agricole, hein, c'est-à-dire que le seul contrat qui existe dans ces dispositifs lie la firme à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et à lui de trouver les terres, à lui d'imaginer les modalités de prise en charge de l'assolement et de la construction de l'assolement. On a même des assistants à maîtrise d'ouvrage qui passent par finalement d'autres entrepreneurs pour organiser ce travail. J'aurais pu vous montrer un schéma un peu plus complexe qui donne à voir finalement ces nouveaux dispositifs de production. Par rapport au groupe industriel, là, quand vous aviez montré le schéma, voilà, est-ce qu'on a un peu de description un peu sur les types de groupes industriels qui seraient en lien avec les maîtres d'ouvrage? C'est un peu, voilà, je les mets ensemble parce que ces acteurs industriels peuvent être des acteurs même traditionnels, hein, des acteurs coopératifs, ça peut être des acteurs industriels belges, espagnols. C'est une diversité d'acteurs, en fait, finalement, qui
accompagnent le projet industriel aujourd'hui, des acteurs plus ou moins classiques, plus ou moins nouveaux. C'est variable, en fait, d'une filière à l'autre. D'accord. Alors, si je continue avec les questions, j'essaie de regrouper, mais elles sont quand même pas évidemment, elles sont toutes un peu différentes. Euh, Peut-être enfin, alors, si on reprend un peu, voilà, sur le début de la présentation, sur les présentations des trajectoires d'exploitation. Est-ce que, voilà, on nous demande si on constate des différences en fait sur ces trajectoires entre des modes de production bio et conventionnels. Alors, je pense que ces transformations du travail en agriculture transcendent les modèles sociotechniques. Voilà. Je pense qu'il faut quand même se dire une chose, c'est que la plupart des carottes bio ou des tomates bio que vous achetez au Carrefour City euh, émanent ou proviennent quand même de ces grandes entreprises qui font 2 ou 3 000 hectares. Quand vous regardez bien sur le sachet, lisez bien en dessous finalement de la photo qui présente le producteur issu d'une ferme familiale. Lisez bien le nom de la ferme et regardez un peu sur Télépac ou ailleurs quelle est la forme de l'entreprise. Et on voit bien que l'essentiel de la production légumière bio aujourd'hui est le fait de ces entreprises dans lesquelles le travail est organisé, pensé par et accompagné par plutôt des salariés, des chefs de culture. Donc, il n'y a pas finalement un modèle sociotechnique qui échapperait, je dirais, à ces transformations. Alors, on a peut-être finalement des filières qui résistent peut-être davantage à certains types de transformations que j'ai pu évoquer. On a entrepris un travail sur le salariat externalisé en élevage laitier. On voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs industriels cherchent des solutions pour faire en sorte que de nouvelles formes de main-d'œuvre interviennent aussi dans ces exploitations d'élevage. On voit bien que il y a des enjeux à reconsidérer les figures du salariat en élevage parce que aujourd'hui, ce qu'on a pu observer dans les filières de grande culture ou céréalières ne se sont pas développées, ne s'est pas développé de la même manière. Donc, mais bon, jusqu'à quand Donc, il y a un enjeu, et il s'agit ici aussi d'un séminaire agrignome, à bien préparer aussi les cadres qui vont accompagner les exploitants agricoles, qui seront des acteurs du développement, des acteurs des filières, à ces nouvelles figures aussi, parce que finalement, non seulement ce sont des impensés de l'appareil statistique, de l'appareil politique, mais ce sont des impensés aussi de l'appareil de formation. Euh, je pense qu'en 2025, si nos établissements d'enseignement supérieur ne font pas un effort là-dessus, autour notamment d'une présentation plus affinée de ce que sont ces métiers du salariat, on passera à côté de quelque chose parce que finalement, notamment les ingénieurs qui sont formés dans nos écoles doivent non seulement accompagner des chefs d'exploitation, mais accompagner une pluralité de producteurs agricoles. Donc là, il y a un vrai défi, à bien caractériser par l'appareil de recherche ces nouvelles populations de producteurs agricoles, mais surtout à former aussi celles et ceux qui vont accompagner le secteur à la prise en charge des attentes de ces nouveaux publics. Voilà. Et ça, je pense qu'on n'est pas encore très bon là-dessus, du moins en France. Et alors justement, enfin, je reprends là une question de Stéphane Cadou sur savoir si on a justement en lien avec cette évolution là, des structures d'exploitation, est-ce qu'il y a déjà des analyses sur l'évolution des attentes en termes de conseils et d'accompagnement? Ça fait un peu écho à ce qu'on discute, qu'il faudrait prendre ça en compte, mais est-ce qu'on a déjà un peu des éléments sur ces Oui, attentes? alors ça, je vous invite à lire les travaux de Catherine Laurent et de Geneviève Nguyen, qui ont été publiés non seulement en langue française, mais aussi en langue anglaise là-dessus. Et on a entrepris un travail avec Geneviève aussi dans le sud-ouest de la France, en partenariat avec le groupe coopératif Euralis, pour essayer de comprendre aussi ces évolutions. Il y a vraiment un enjeu à former les techniciens, les ingénieurs qui travaillent notamment dans les outils économiques, parce que finalement, on a toute une population de techniciens, d'ingénieurs qui, issus même de ce modèle de l'exploitation familiale, pensent que rien n'a changé. Et la manière avec laquelle le conseil est distillé ou ruisselle à l'échelle des territoires relève de représentations qui font écho à des trajectoires
familiales, les trajectoires personnelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un ingénieur, un technicien, notamment d'une coopérative, à l'échelle d'un même canton, va devoir accompagner des exploitations dont les stratégies sont très, très différentes et dont les objectifs, les horizons sont très, très différents. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on constate même dans le cadre du baromètre Vox Agri, c'est que finalement, les agriculteurs français ne partagent plus les mêmes horizons productifs, ne partagent plus les mêmes horizons stratégiques. Euh, Nombre d'entre eux se sentent même démunis quant à la mise en œuvre de cette complexité, c'est-à-dire que finalement, cette complexité que j'ai décrite, elle est souvent le fait de producteurs qui ont la capacité d'aller chercher du conseil juridique, d'aller chercher de nouvelles formes de conseil agronomique. Et, et tout l'enjeu, c'est de se dire, mais finalement, cette complexité qu'on observe dans certaines fermes, comment elle va se déployer, comment elle peut se déployer, est-elle légitime pour toutes ces fermes ou pas, et comment justement le conseil technique va être repensé au regard de cette complexité qui se met en place. Alors, je vois on a un peu là deux types, il y a des questions un peu des deux côtés. Alors peut-être, voilà, parce on a parlé établissement d'enseignement, et donc on a une remarque là, de Guy Waxman qui nous dit que les ETA et les CUMA intégrales, elles ont besoin de salariés elles sont à la fois très bien formés, mais en même temps peu nombreux. Oui. Et voilà, on se pose la question de savoir si les établissements d'enseignement sont armés pour justement former ce type de salariés. Bah, écoutez, il y a un certain nombre d'établissements de l'enseignement secondaire qui sont plus ou moins armés, hein, dans lesquels on retrouve encore une formation aussi technique, en méca, etc. Dans les établissements de l'enseignement supérieur, c'est peut-être un peu moins vrai. Je pense que rares sont les cours dans lesquels finalement on voit intervenir des entrepreneurs de travaux agricoles. Rares sont les cours dans lesquels finalement on donne à voir non pas simplement le travail du chef d'exploitation se faire, mais aussi ces collectifs émerger. Alors il y a des initiatives, hein, il y a des dispositifs pédagogiques qui sont mis en place dans un certain nombre d'établissements, mais trop peu, je pense, trop peu. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à ne pas former des ingénieurs qui seraient passés uniquement par une ferme bien connue des parents, des grands-parents, et dans laquelle rien n'aurait trop évolué. C'est-à-dire que moi, ce que je constate aussi sur le terrain de l'enseignement, c'est que on a des jeunes que nous formons qui voient que trop peu d'agriculteurs et trop peu de formes complexes. Or, sur le terrain, c'est à ces formes-là qu'ils seront confrontés. Et il y a un défi, finalement, à relever autour des représentations que l'enseignement véhicule encore aujourd'hui de ces exploitations agricoles. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on arrive à former aussi les cadres de demain par-delà des figures fantasmées de l'exploitation familiale et de l'exploitation conjugale. Et je pense que ça implique une révision profonde des référentiels de l'enseignement secondaire et aussi finalement des dispositifs qui sont mis en place dans l'enseignement supérieur. Je pense que on ne peut pas aujourd'hui faire sortir des cadres de la production nourris par une vision qui ne correspondrait pas à la réalité du terrain. Donc après, oui, on a une question là qui, justement, on a toujours sur la base de ces recompositions, de savoir si on observe en fait le même type de recomposition aussi massive dans les autres pays européens, ou enfin, malgré le fait qu'il y ait des configurations nationales différentes. Est-ce que finalement on va vers des mouvements du même type dans les autres pays européens? Oui, dans la plupart des pays, on voit ces mouvements-là. Par contre, socialement et politiquement, on les accepte plus ou moins facilement. C'est-à-dire que finalement, la France est caractérisée par sa capacité à mettre sous le tapis ces transformations, parce que ça vient bousculer des représentations politiques aussi de la ferme France. Ce sont des transformations qui sont à l'œuvre depuis des décennies dans un certain nombre de pays européens, et d'autres que moi l'ont bien documenté en Europe de l'Est ou même en Espagne. Hein,
Mais ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, culturellement, on accepte plus ou moins ces transformations. D'accord, la Et que, différence, cette et que cette révolution qui est indicible en France et qui n'est pas invisible est plus ou moins indicible dans un certain nombre de pays. on a évoqué aussi ce besoin de reconnaissance des agriculteurs et donc on nous demande quelles seraient les recommandations en fait pour les structures d'accompagnement afin d'accompagner, d'améliorer cette reconnaissance des agriculteurs et avec une question aussi de savoir le partage de responsabilité finalement sur cette reconnaissance des agriculteurs. Est-ce qu'on a des éléments à partager là-dessus sur des recommandations aux structures d'accompagnement? Finalement, il y a un enjeu, je le disais tout à l'heure, à reconnaître le caractère stratégique aussi de l'activité agricole, quel qu'il soit de petite taille, de taille moyenne ou de grande taille. Il y a quand même, quand vous discutez avec ceux et celles qui ont fait les barrages lors des précédentes manifestations ou des manifestations de l'hiver dernier, il y a des attentes fortes autour de la reconnaissance du caractère entrepreneurial de leurs activités. Les colères agricoles sont des colères portées par des entrepreneurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur modèle socio-technique. Bon, donc là, je pense qu'il y a un enjeu à les accompagner dans la construction de la valeur, c'est-à-dire les accompagner uniquement dans un processus de transition qui ne déboucherait pas sur de la valeur, constitue un des éléments de cette colère ou de ces colères. C'est-à-dire que finalement, il y a un enjeu à ne pas perdre de vue notre capacité à les accompagner vers la solution. C'est-à-dire que je pense qu'on a quand même une population agricole qui se pense très souvent sans solution, même si ces solutions sont là, ils ne les perçoivent pas de manière aussi évidente que certains d'entre nous. Et surtout, ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est la capacité des processus de transition à générer de la valeur. Et finalement, c'est ça qui génère aussi du malaise et des conflits, quoi. Oui, alors on a quelques demandes sur est-ce qu'on peut avoir vous avez cité pas mal de chercheurs et de travaux, mais voilà, on a plusieurs demandes de référence ou au moins d'orthographe, peut-être si vous avez le temps de répondre dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses sur l'orthographe peut-être des chercheurs pour faciliter les recherches de référence. Et puis après, ah oui, après on a un certain nombre de questions sur la question de la transmissibilité aussi des exploitations et par rapport au poids du capital. Et je cherche, voilà, voilà, est-ce qu'il y a des réflexions sur les formes de financement imaginées pour faciliter les installations? Est-ce que c'est des choses à prendre en compte aussi dans les réflexions? Oui, alors ça, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour des nouvelles façons de financer l'installation. Enfin, on le voit, hein, ça c'est bien documenté dans la littérature. Les expériences de terrain sont légion et on voit que l'imagination est en marche de ce côté-là. Le grand défi, c'est celui de la mise en adéquation entre cette offre et cette demande aussi d'exploitation. Hein. Il n'y a pas que des problèmes d'attractivité dans les métiers de l'agriculture. Il y a un problème d'incapacité à, à considérer que la ferme qui va être cédée demain et qui aujourd'hui est un maillon indispensable de certaines filières doit et peut être reprise. C'est-à-dire comment on arrive à rendre sexy les exploitations qui finalement ne sont pas reprises et qui, à côté d'elles, voient par contre se créer d'autres structures. Parce que c'est aussi ça qui est assez troublant sur certains territoires, dans certains territoires, c'est de voir qu'il y a des installations, mais ces installations ne se font pas au profit des exploitations qui sont des maillons indispensables de ces filières qui aujourd'hui sont déstabilisées et qu'on doit sécuriser à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Il y a une question aussi, à mon avis, de fond à avoir à l'esprit. Je pense qu'il faut, avant de penser l'installation, il faut penser il faut conforter les exploitations. C'est-à-dire que finalement, le renouvellement des actifs ne se fera que si on pense aussi à la manière avec laquelle on va rendre ces exploitations beaucoup plus robustes et beaucoup plus résilientes. Donc, il y a un enjeu finalement aussi à former les cadres de demain à l'amélioration des mécanismes de robustesse et de résilience de ces exploitations.
Il ne faut pas faire finalement de l'installation l'alpha et l'oméga des politiques de renouvellement des actifs. Il faut considérer qu'il y a un enjeu à conforter. Et conforter une exploitation, c'est donner à l'exploitation la capacité, par exemple, d'avoir recours à une main-d'œuvre, d'avoir recours à des compétences à l'échelle du territoire. L'accès à des compétences par le biais aussi du salariat, même externalisé, constitue un élément de résilience. Et c'est ça qui participera non seulement du renouvellement des actifs, mais à terme aussi d'une installation, parce que le salarié d'aujourd'hui sera peut-être l'associé de demain, mais il n'y aura d'installation au sens de la reprise pérenne d'une activité que si l'exploitation est confortée. Installer pour installer ne résoudra pas le problème du renouvellement des actifs en agriculture. Alors, on avait une question, mais j'avais l'impression moi, qu'il y avait quand même des éléments chiffrés en début de présentation. Mais ouais, on nous demande des chiffres sur l'évolution en nombre, chiffre d'affaires, surface d'exploitation sans agriculteurs. Alors, c'est peut-être la définition, c'est peut-être la notion d'exploitation sans agriculteurs qu'il faut qu'on reprécise ici. Oui, alors par une agriculture sans agriculteur, on entendait une agriculture portée par de moins en moins de chefs d'exploitation. Voilà. Mais finalement, parce que dans l'esprit des Français, le chef d'exploitation, c'est le producteur. Moi, je pense qu'il faut reconnaître le statut de producteur à ses salariés, à ses cadres intermédiaires, à ces nouveaux collectifs. C'est ça qu'on souhaite aussi pointer du doigt. C'est-à-dire que le producteur agricole n'est pas forcément celui auquel on pense. Et il y a un enjeu de reconnaissance sociale autour du statut de producteur. D'accord. Ouais, ça fait un peu. Enfin, après, on a dans les questions qu'on avait. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une. Enfin, est-ce que c'est voilà, une question auquel on peut répondre en tant que telle, mais c'est finalement comment est-ce qu'on sort en fait de cette fausse image sur les agriculteurs, comment voilà, y compris des représentations fausses, y compris déployées dans la publicité auprès des consommateurs. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Mais finalement, ce qu'on se dit, c'est que c'est important de le faire. Oui, tout à fait. Après, alors, on a une question qui sort un petit peu de ce qu'on a discuté aujourd'hui sur plutôt l'effet des technologies au sens large. Pour moi, c'est pas des questions qu'on a abordées là dans la présentation. Alors, est-ce qu'on ouvre voilà, sur cette question euh, et les technologies dans tout ça, la part que ça peut prendre, à la fois la robotisation, tout ce qui peut être agriculture de précision, et est-ce que les questions de genre, voilà, est-ce que tout ça vient aussi, comment tout ça interagit avec ces transformations des modèles agricoles qu'on a décrits aujourd'hui? Ça Alors sort un là, peu de ce qu'on a discuté. oui, là, je vous invite à regarder les travaux de Théo Martin aussi sur la question des robots en agriculture. Je pense que finalement, la question qui se pose aussi au regard de ce que je viens d'évoquer, c'est qui prendra en charge finalement le processus de transition numérique. Est-on sûr que ça sera ou ce seront uniquement des chefs d'exploitation? Enfin, on voit bien qui utilise la plateforme numérique concrètement à l'échelle de l'exploitation. Qui incrémente les données? Est-ce que c'est vraiment le chef d'exploitation? Enfin, on a des outils qui sont pensés pour être au service de ces chefs d'exploitation. Est-ce qu'on les a pensés au service finalement de cette diversité d'acteurs qui prend en charge aujourd'hui la production agricole? Le, le déploiement de certaines solutions technologiques passera par la capacité qu'on aura à concevoir ces solutions technologiques au prisme de cette montée en complexité. C'est-à-dire qu'il faut des outils qui vont permettre de penser des assolements à l'échelle de plusieurs fermes. Il faut se dire, y aura-t-il les compétences à l'échelle de l'exploitation pour prendre en charge finalement cette belle solution qu'on met sur la table là? Est-ce qu'on est sûr que finalement les compétences sont là pour prendre en charge cette technologie, cette solution? Voilà ce que je pouvais, Oui, apporter dire. sur cette question-là. Je suis Et un puis peu, peut-être. un peu court, Non, non, désolé. mais justement, c'est intéressant parce que ça nous amène à un autre regard que le regard purement technique finalement. Euh, et peut-être pour terminer, voilà, parce qu'on arrive quand même proche de la fin de cet agro-webinaire,
J'en prends une dernière autour justement enfin, pour savoir comment est-ce que ces nouvelles configurations peuvent jouer sur les rapports de force de négociation entre maillons de la chaîne de valeur au sein des filières. Peut-être, voilà, est-ce qu'on a déjà commencé à penser ça, Et on l'impact voit de bien, cette transformation agricole? ben, on voit bien que la valeur se déplace et on voit bien que l'organisation du travail est une valeur essentielle aujourd'hui. On voit bien que combien les industriels et la grande distribution regardent de très près les travaux qui portent sur l'organisation du travail en agriculture. Parce que finalement, euh, rien n'est assuré aujourd'hui dans certaines filières, hein. Il y a 20 ans de ça, un certain nombre d'agriculteurs attendaient la disparition du voisin pour pouvoir s'agrandir. Mais là, je ne suis pas sûr que ça soit toujours le cas dans certains territoires. On voit bien que la capacité qu'auront certains territoires, la capacité qu'auront certaines filières à maintenir une organisation du travail effective constitue un enjeu majeur. Et le travail agricole, plus que jamais, est une des valeurs cardinales de l'activité agricole, du moins de ce secteur-là. C'est-à-dire que finalement, les agriculteurs cherchent souvent la valeur, mais leur travail constitue peut-être l'une des valeurs les plus importantes aujourd'hui dans ces filières. Écoutez, je pense que ce sera le. Merci beaucoup et puis merci de s'être prêté au jeu des questions-réponses. Je suis dans Non, un merci, je processus de suis désolé, connexion hein. qui était pas simple. Et en tout cas, voilà, nos participants ont plein de pistes de réflexion et de références, au moins d'auteurs, pour creuser ces sujets. Donc, un grand merci. Merci à vous. Euh, voilà, il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine donc pour le second épisode de cette mini-série, donc qui sera enfin, consacré justement aux questions autour de l'installation et avec l'idée de mieux comprendre en fait qui sont les nouveaux installés en agriculture, quels sont leurs profils et aussi quels sont leurs besoins d'accompagnement. Et donc nous aurons deux intervenants la semaine prochaine. Caroline Mazot, qui est enseignante-chercheuse en sociologie à l'ESA d'Angers, et Christophe Perrault, qui est chargé de mission économie et territoire à l'Institut d'élevage et qui anime un projet CASDAR qui s'appelle Renouer, justement, qui travaille sur l'accompagnement à l'installation. Voilà, donc je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine et vous remercier pour votre participation aujourd'hui. À la semaine prochaine.